Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition d'Afrique Midi. Nous partons tout d'abord avec les titres. Au Mali, à Tombouctou, chaque jour qui passe voit son lot de membres présumés appartenir à Al-Qaïda se rendre à l'armée nationale. Environ une dizaine de suspects sont détenus par la gendarmerie nationale. Les détails dès le début du journal avec nos envoyés spéciaux dans la région. En Égypte, la crise politique pèse sur l'économie, mais aussi la préservation du patrimoine culturel. À cela s'ajoute la pression des salafistes qui menacent de détruire les monuments pharaoniques. À Tombouctou, chaque jour qui passe voit son lot de membres présumés appartenir à Al-Qaïda se rendre à l'armée nationale. Environ une dizaine de suspects sont détenus par la gendarmerie nationale. Nos envoyés spéciaux à Tombouctou ont filmé les derniers, dont un colonel islamiste. Des gens qui sont venus après des opérations militaires, ils ont été capturés. Certains également ont été capturés dans la ville de Tombouctou. Donc ils sont sous la protection et la garde de la prévôté. Il venait de la brousse où il a été abandonné par les djihadistes. Marouchette Diko. Celui-là, à partir de Diré, il a été soupçonné d'appartenir aux djihadistes. Il a été également pris dans les jetpoints et c'est pour cette raison qu'il est là. Lui aussi, c'est dans les mêmes conditions qu'il a été arrêté que les précédents. Effectivement, lui aussi, il était venu pour faire des achats. Il a été dénoncé par la population, il a été pris et il est gardé pour des nécessités d'enquête. Donc il a été aperçu par la population, il a été indiqué et on l'a appréhendé pour des nécessités d'enquête. Là, c'est le fameux colonel. Votre nom c'est Mohamed Hamad. Voilà, Mohamed Hamed. Celui-là, il a été pris lors d'une opération à Gundam. Léré, hein? Voilà, c'est à Léré. Les militaires, lors d'une opération, l'ont trouvé dans cette tenue et il a voulu se camoufler. Il a été arrêté manu militari et conduit ici. Donc, à notre arrivée, il a été mis à notre disposition par le détachement militaire qui est là. Il est là aussi pour la nécessité d'enquête. Toujours au Mali, la lutte contre le terrorisme s'intensifie. À Gao, un seul mot d'ordre de la cellule action civilo-militaire de l'opération Serval, la participation pleine et active de la population dans le processus de démantèlement des terroristes et leurs complices. Pour cette cellule, c'est un devoir civique pour les populations de dénoncer les bandits armés. Amorcer le dialogue pour bannir la haine des esprits. Après avoir contribué au retour de la sécurité dans la ville de Gao, l'opération Serval entend tisser des liens solides de fraternité entre les forces présentes à Gao et les populations. La cellule action civilo-militaire de cette opération a rencontré la société civile dans cette optique. Objectif, réconcilier les guerres et relancer les activités économiques de Gao. À notre sens, il est important de pouvoir bien connaître les différentes communautés de la société civile de Gao. Donc il y a 2 jours, j'avais rencontré les notables, les associations de jeunes, les différentes fédérations et aujourd'hui c'était la communauté religieuse. Le message que je leur avais passé surtout, c'était pour leur expliquer ce que nous faisions là et que notre souhait était bien de travailler avec toutes les communautés de la ville de Gao puisque nous étions des étrangers qui venions aider le Mali et les forces armées et de gendarmerie maliennes à stabiliser la situation dans votre pays. Pour le chef de la cellule ACM, ce n'est pas dans l'agitation ni dans la crise que les choses vont changer et il ajoutera qu'il n'y a pas d'avenir sans sécurité ni cohésion. Une campagne de sensibilisation vient d'être entreprise dans ce sens. Nous allons continuer à collaborer avec eux jusqu'à le jour, jusqu'à la dernière minute où ils vont quitter, comme on appelle, notre territoire. Donc nous sommes prêts à collaborer avec eux de la même manière que l'armée malienne. Une armée la plus forte du monde a besoin de son peuple. C'est pourquoi moi, j'ai dit à l'armée française comme à l'armée malienne, pour que la mission soit un succès, il faudra que la population entière de Gao adhère avec eux dans ce qu'ils sont en train de faire.
Si la guerre est dure, l'après-guerre l'est également pour les populations. Tout le monde doit alors se donner la main pour la relance économique du Mali. Al-Qaïda au Maghreb islamique dispose d'armements, mais aussi d'une méthode de communication. Comme tous les groupes terroristes, AQMI déploie sa propagande et pour cela, il utilise une agence de presse mauritanienne. Cet homme a l'oreille des djihadistes du Nord Mali. C'est l'un des seuls journalistes à avoir réussi à gagner un peu de leur confiance. Mais ce n'est pas lui qui définit les règles de cette relation. C'est eux qui me contactent, parce qu'ils changent en permanence de numéro de téléphone. Ils ne me laissent pas leurs coordonnées. Je suis obligé d'attendre qu'ils m'appellent. Mohamed Mahmoud Aboul Mali dirige l'agence Nouakchott d'information. Son site web a gagné en notoriété récemment lors de la prise d'otage sur le site gazier d'In Amenas en Algérie. En contact avec les ravisseurs, son agence a délivré en temps réel les informations que les Algériens verrouillaient de leur côté. Accusé depuis de faire la propagande des terroristes, le patron de l'agence s'en défend. Nous ne faisons jamais leur propagande. Lors de l'attaque d'In Amenas, ils voulaient qu'on fasse réagir les otages en direct. Nous avons refusé. Ils voulaient utiliser notre canal pour adresser des messages à l'armée algérienne et pour appeler la population locale à manifester. Nous refusons catégoriquement d'entrer dans ce jeu-là. Le lien avec les djihadistes est toujours compliqué à gérer. Dans cette autre agence de presse, on se targue d'avoir réalisé la dernière interview de l'un des terroristes les plus recherchés d'Afrique, Mokhtar Belmokhtar, l'un des fondateurs d'AQMI, la filiale locale d'Al-Qaïda. Il leur a fallu de longs mois de patience avant de décrocher ce scoop. Cela fait plusieurs mois que nous avons des échanges avec Mokhtar Belmokhtar, mais il n'avait jamais accepté qu'on les publie. Récemment, il a opéré un changement stratégique en décidant de quitter l'AQMI pour créer son propre mouvement. Il a donc jugé nécessaire d'expliquer ses intentions aux médias. Photos, vidéos, mises en scène en tout genre, les djihadistes maîtrisent très subtilement l'art de la communication. Pour les journalistes qui traitent avec eux, le défi consiste à ne pas se laisser entraîner dans la propagande. Toujours en lien avec ce qui se passe dans le Sahel, Paris interdit à ses ressortissants de circuler la nuit au Bénin et de séjourner dans les zones comprises entre la route nationale inter-État numéro 2 et la frontière nigériane de Tcharou à Malanville et dans le parc national du W. Pour le Quai d'Orsay, le Bénin pourrait devenir un pays à risque d'attentats terroristes et d'enlèvement. Cette information a aussitôt été démentie par les autorités béninoises qui jugent cette déclaration de Paris dynamicale. 11 pays ont signé un accord de paix pour mettre fin à des décennies de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Pas d'enthousiasme délirant, tant les espoirs ont souvent été déçus dans ce dossier, mais la création d'une brigade d'intervention apte à combattre les milices ouvre de nouvelles perspectives. L'accord a mis du temps à être conclu. Mais un mois après un premier report, les 11 pays africains ont enfin apposé leur signature pour ramener la paix en République démocratique du Congo. Une nette avancée pour l'ONU, garante de ce texte. J'espère que cet accord mènera à une ère de paix et de stabilité pour les peuples de RDC et de la région. La RDC sort à peine d'une nouvelle guerre dans l'est du pays. À l'automne 2012, les rebelles du M23 s'implantent dans Goma, ville principale de la région. L'armée régulière est en faillite, le conflit entraîne le déplacement de près de 500 000 réfugiés. Les rebelles accusent le gouvernement congolais d'être invisible dans la région. Il n'y a qu'un seul problème au Congo, c'est la mauvaise gouvernance. Un M23 accusé d'être soutenu par les pays voisins Rwanda et Ouganda, qui l'ont toujours nié. Mais le texte signé aujourd'hui interdit aux pays extérieurs de soutenir des mouvements rebelles. Et une brigade d'intervention de 2500 soldats aptes à les combattre devrait également être créée. Une brigade chargée de pallier l'incapacité des casques bleus en RDC, 17 000 hommes, la plus grande force de l'ONU dans le monde, avec pour seule mission le maintien de la paix sans intervention armée contre des rebelles, et donc incapable de les arrêter. La nouvelle unité de combat n'est pas encore officiellement créée, mais les dirigeants africains y voient un moyen réaliste pour garantir la sécurité. Joseph Kabila, le Congolais, comme son rival Paul Kagame, le Rwandais, ont validé le document. Nous nous engageons vigoureusement à respecter les obligations contenues dans ce texte et nous espérons que tous les signataires en fassent de même.
Mais Ban Ki-moon a prévenu, il ne s'agit que du début d'une approche globale, car de nombreux accords ont déjà été signés pour pacifier la région, sans empêcher les conflits de ressurgir sans cesse. Et 24 heures après la signature de cet accord, de nombreux Congolais le dénoncent déjà. Ils estiment que cet accord leur a été imposé par la communauté internationale. En Égypte, la crise politique pèse sur l'économie, mais aussi sur la préservation du patrimoine culturel qui est inestimable. Faute de fonds, les archéologues ont arrêté les fouilles et les salafistes menacent de détruire carrément les monuments pharaoniques qu'ils qualifient de profanes. En 5000 ans d'histoire, il en a vu passer ce sphinx. Des guerres, des crises et des visiteurs. Après une longue absence, ils reviennent timidement. 11 millions de touristes en 2012. Il y a du mieux, mais c'est bien moins qu'avant la Révolution. Pas de quoi combler le gouffre financier généré par la crise. Au ministère des Antiquités, où l'on veille sur le trésor égyptien, le moral en a pris un coup. Nous avons stoppé toutes nos activités de fouilles. Il n'y a plus d'argent. Notre financement dépend du nombre de touristes qui viennent en Égypte. Or, nous sommes dans une situation très critique en ce moment, d'un point de vue financier. Avec les islamistes au pouvoir, une autre question inquiète les archéologues. L'avenir du Sphinx et des pyramides. Subiront-ils le même sort que les mausolées de Tombouctou? Sont-ils compatibles avec un islam radical? Dans un débat à la télé, ce salafiste a allumé le feu. Chaque fois qu'on est en présence d'une statue ou d'une sculpture païenne qui a été vénérée ou qui pourrait l'être, même par une seule personne au monde, il faut la détruire. L'intervention a provoqué un tollé. Au ministère, on joue les pompiers. Ce ne serait que le point de vue de quelques radicaux et ce n'est pas celui des autorités sunnites du pays. Ils ont tous dit à travers plusieurs décrets religieux que les monuments pharaoniques ne vont pas à l'encontre de l'islam et que l'islam n'a rien contre ces antiquités. C'est ce que dit le Coran, donc, comme on dit, le débat est clos. Traités de débauchés, de prostituées par les salafistes, les Égyptiens qui travaillent au contact des touristes n'ont pas apprécié. Soumis aux soubresauts politiques, tous attendent avec impatience l'ouverture du futur grand musée égyptien au Caire en 2015. Un trésor qui devrait accélérer le retour des précieux visiteurs. La santé n'a pas de prix, dit-on. Aucun geste n'est de trop pour ceux qui en ont besoin. Malgré les efforts de l'État du Sénégal, les personnes âgées vivent parfois des situations assez intenables. Elles ont besoin d'assistance financière et physique. En voici donc un cas précis au Sénégal. Souvent, avec l'âge, la mobilité se réduit, une situation qui entraîne une dépendance physique. Or, à Dakar, les familles n'ont pas toujours suffisamment de temps à consacrer aux personnes du troisième âge à mobilité réduite. C'est le cas de cette vieille dame qui se voit obligée de s'occuper de son mari. Mes enfants ne sont pas là, d'abord. Je vis seule avec lui. Je lui donne à manger le matin, son petit déjeuner, à midi, et le soir à 20h. Pour s'occuper des personnes. Moi, je suis de troisième âge. Malgré toute sa bonne volonté, elle a du mal à s'acquitter de la tâche toute seule. Solution, recourir au service d'une structure qui met à sa disposition des jeunes. Je prends de l'âge, je ne peux pas m'en occuper correctement. Et ils m'aident beaucoup, vraiment. À l'inverse, Malondoy bénéficie d'une assistance physique, mais il manque de moyens financiers. À 64 ans, une maladie l'oblige à rester au lit. Mes enfants font ce qu'ils peuvent, mais ils ne travaillent pas. Mes proches aussi m'assistent beaucoup, mais ce n'est pas suffisant et c'est extrêmement dur. Grâce à un partenariat entre l'IPRES et un centre médical, Malondoy reçoit des soins à domicile, une aide qui lui a permis de résister à sa maladie. Il me serait difficile d'aller jusqu'à Youssou Mbargane vu mon état de santé. Ces soins à domicile m'ont beaucoup aidé. En plus, mon état de santé s'améliore. Les personnes du troisième âge sont confrontées à d'énormes difficultés du fait qu'elles ont besoin d'assistance physique et financière, deux conditions que les familles peinent à satisfaire. Motif, manque d'emploi ou non-disponibilité des jeunes. L'État, de son côté, s'efforce d'assister les personnes du troisième âge avec le plan Sésame, mais beaucoup reste à faire.
Voilà, c'est tout pour Afrique Midi. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur notre chaîne. Bye bye.